Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous pour ce workshop avec Kevin. Salut Kevin. Salut. Merci beaucoup de vous être inscrit pour ce workshop donc, qui traite de l'infrastructure as code. On va notamment parler de tout ça en détail et de quel rapport peut-être avec la data science et le machine learning. Alors aujourd'hui, on a l'immense honneur d'avoir Kevin qui est un expert de l'infrastructure as code et du DevOps qui va nous parler de son parcours, de ses expériences. Ça va être extrêmement intéressant parce que d'habitude, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez réservé au DevOps. Mais l'IAC, donc l'infra as code, c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus en data science et notamment dans l'approche MLOps. Et ça peut être très intéressant, ça donne des idées sur comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans son quotidien en tant que data scientist, data engineer, et évidemment en tant que machine learning engineer. Alors rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous, Blend, on est une startup qui propose des formations en ligne sur des sujets assez techniques en data, donc principalement data science, data engineering et machine learning engineer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à faire de plus en plus de workshops centrés sur le MLOps parce que c'est vraiment une demande qui est extrêmement croissante chez les entreprises, aussi bien dans les grandes que les moyennes, voire petites entreprises et les startups. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de workshops sur le thème du MLOps. Donc nous, ce qu'on va voir pendant cette heure ensemble, c'est tout d'abord, Kevin va se présenter son expérience, ses projets, son parcours et son entreprise. Il va également nous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est l'infra as code. C'est pas toujours quelque chose d'évident à comprendre. Il va essayer de démystifier tout ça avec nous. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Quels sont les cas d'usage qui peuvent venir en data science et surtout quels sont les points bloquants qui peuvent arriver lorsqu'on essaye de faire de l'infra as code en entreprise, qu'on soit data scientist ou même DevOps de manière générale. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur l'onglet questions qu'il y a en haut à droite. On prendra 15-20 minutes à la fin du workshop pour y répondre, parce que je pense que vous aurez très probablement beaucoup de questions. Merci, et bien Kevin, je te laisse te présenter. Yep, carrément. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Kevin Didlot. Donc je suis comme disait Maxime, je suis expert DevSecOps. Donc j'ai travaillé essentiellement à la Banque de France pendant 3 ans sur des sujets cloud. Donc en fait la Banque de France crée un cloud qui s'appelle Eclair. Donc c'est le cloud souverain de la banque. Et donc, j'ai travaillé pendant 3 ans sur ces sujets-là, donc étroitement avec les équipes DevOps et les équipes sécurité. Donc, j'étais essentiellement responsable de mettre en place les offres de services, donc Kubernetes, enfin voilà, différentes offres de services. Et enfin voilà. Et durant un petit peu d'expérience que j'ai pu avoir, j'ai pu voir différentes problématiques au niveau de la sécurité, au niveau de la gouvernance. Et suite à cela, en fait, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat sur un projet pour résoudre ces problèmes. Donc, permettre simplement aux entreprises comme la banque ou d'autres entreprises, en fait, d'apporter la sécurité, d'apporter la gouvernance via un produit informatique. Voilà, donc c'est ce que je fais. Et là, aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est l'infra as code, pourquoi et comment ça s'applique vraiment dans votre contexte, parce que c'est vrai que quand on pense machine learning, on va pas forcément tout de suite penser à infra as code. Donc là, le but, c'est vraiment de partir de votre contexte et d'arriver petit à petit à expliquer pourquoi on fait ça et comment ça s'applique plus tard. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre une petite... je vais partager mon écran. Hop là. Donc là, j'ai fait... Voilà. Présenter. OK. Donc, vous qui êtes data scientist, je ne vais pas vous l'apprendre. Il y a vraiment 3 enjeux lorsque vous travaillez. Votre premier enjeu, ça va être simplement d'avoir un environnement de travail qui fonctionne. Donc, typiquement, aujourd'hui, la plupart des environnements de travail demandent du Python avec des librairies installées, TensorFlow, Keras, ce genre de librairies. Donc, il va vous falloir un environnement de travail. Voilà, il va falloir un environnement de travail. Le problème, c'est quoi? C'est que data scientist, aujourd'hui, vous êtes expert dans la data, mais mettre en place un environnement Python, en fait, ce n'est pas votre métier. Donc, pour l'instant, ça reste encore un enjeu pour les data scientists d'arriver, en fait, simplement, lorsqu'on se lance sur un projet,
d'arriver à voir tout ce qui marche bien. Donc, le petit Jupyter qui marche bien. Après, je ne connais pas tous les outils que vous allez utiliser. Ça dépend bien entendu tout selon votre projet, mais il va y avoir une certaine liste d'environnements, d'outils à installer. Et ça, aujourd'hui, c'est un enjeu pour vous. Voilà. Bien entendu, il y a la partie création des modèles, mais après, il y a aussi la partie compute et calculer et lancer les calculs sur les modèles que vous avez créés. Donc, il y a la partie comment on fait pour avoir une infrastructure qui va vous permettre de faire les calculs pour lancer vos modèles. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on travaille en local, c'est sympa. En général, on a un petit PC qui a des performances assez limitées. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, un deuxième enjeu, c'est comment faire pour avoir un environnement de travail qui va vous permettre simplement de lancer vos modèles. Et le troisième enjeu qui est un petit peu moins connu, mais qui est de plus en plus important, et qui d'ailleurs on entend de plus en plus parler, ça va être la sécurité. Je pense aujourd'hui, les data scientists, en fait, vu que vous manipulez le pétrole de demain, en fait, c'est la data, il faut toujours avoir en tête que cette data, c'est hyper précieux. Et en fait, vous êtes responsable de cette data. Donc, il va falloir la sécuriser pour éviter que, je vais dire des bêtises, mais des hackers russes vous piquent votre data et après demandent des rançons à l'entreprise pour récupérer ces data. Et aussi, typiquement, il faut éviter de la paumer. Si vous avez votre entreprise qui collecte des données, si vous perdez ces données, vous les endommagez, en fait, vous avez cassé la valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est 3 enjeux que j'ai vraiment relevés pour les data scientists. Et on va voir dans la suite comment, en fait, nous, on peut répondre via l'infra as code. Comment l'infra as code répond à ça. Donc, je pense que ça, c'est un peu la petite joke. Je pense que vous avez tous vécu ça. C'est quand on est data scientist, au début, on travaille en local, on fait son Jupyter Runbook, et vous avez tout bien fait en local. Et en fait, dès que vous voulez le mettre en production, en fait, vous le passez aux ops et en fait, ça marche pas, quoi. Ou sinon, ça prend hyper longtemps parce que en fait, c'est pas comme en local sur Jupyter où il faut simplement lancer son runbook. Là, l'environnement fait que ça marche pas comme vous l'attendiez. Ok. Donc, pour répondre à ça, voilà. Donc, il y a une chose qui s'appelle l'infrastructure as a code. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'infrastructure as a code, c'est que aujourd'hui, il y a un certain nombre de cloud providers. Il va y avoir des cloud providers publics, donc AWS qui est très connu, Google Cloud Platform, Azure, ou d'autres peut-être un peu moins connus mais qui sont européens, comme OVH ou Scaleway. Et en fait, tous ces cloud providers, ils mettent à disposition de tout le monde ce qu'on appelle des API. En fait, ces API, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'outils qui permettent de définir des infrastructures as a code pour directement parler au cloud provider et lui dire, écoute, moi, j'aimerais que tu me provisionnes une machine avec X GPU, avec ce réseau-là, que tu me mettes ces règles de sécurité pour que tout le monde ne puisse pas accéder à mon environnement de travail parce que c'est sécurisé. Et il y a un certain nombre de technologies. Donc là, j'en ai cité 4. Il en existe vraiment beaucoup plus. Il faut vraiment imaginer qu'il y en a une dizaine. Donc là, les plus connus, j'ai mis les plus connus, donc qui sont Ansible, Terraform, Chef, Puppet. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup plus. Mais là, c'est vraiment, si vous devez en retenir, il faut faire simple. Il vaut mieux en retenir 4. Et même si vous voulez en retenir 2, retenez seulement Ansible et Terraform. Donc voilà. Donc ces technologies-là, elles vont vous permettre de créer du réseau, de créer les applications, de provisionner le stockage, qui est un enjeu aussi pour vous, c'est comment stocker toutes vos données. Tous ces outils, ils vont vous permettre en fait de créer vos infrastructures, vos environnements de travail de façon que tout le monde puisse avoir le même environnement. Donc, vu que c'est as a code, si je donne le code à un collègue, il pourra avoir exactement le même environnement que vous. Et si typiquement, vous avez des équipes sécurité, ce qui est recommandé, qui vont analyser votre code et rajouter des petits patchs pour que votre infrastructure soit bien sécurisée, et en fait, tout le monde
dans votre entreprise, va pouvoir avoir les mêmes architectures et les mêmes standards en termes de sécurité. Donc, c'est ça qui est bien. Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est que de temps en temps, il arrive qu'il y a des experts, des experts DevOps dans des équipes qui font un peu de machine learning, et ils vont être capables de faire quelque chose. Et on va voir que du coup, dans cette équipe-là, ça va être hyper sécurisé. Et si on regarde dans l'équipe d'à côté, c'est pas sécurisé. Donc, là, l'avantage de l'infra as code, c'est de garantir une sécurité, mais aussi que tout le monde puisse aller hyper vite dans la mise en place de ces projets. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que là, je présente, je ne peux pas voir les questions, mais de toute façon, on répond à la fin. Hein. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a vraiment beaucoup de technologies. Moi, je veux juste vous en présenter deux qui sont les plus importantes. Donc, il y a Terraform. Donc, Terraform, c'est une technologie qui va permettre vraiment de définir, là, comme vous pouvez voir, là, j'ai défini, par exemple, une instance. Donc, c'est un serveur. Et vous définissez comme ça, en quelques lignes de code, un serveur. Et après, vous pouvez le provisionner directement sur n'importe quel cloud. Donc, l'avantage de ça, c'est simplement, c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est que toute votre infrastructure, elle est écrite en dur et tout le monde peut avoir la même. Donc, la portée de Terraform, il faut toujours savoir où commence l'outil et où s'arrête l'outil. Donc, Terraform, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va être expert, c'est le meilleur outil selon moi, pour provisionner et créer l'infrastructure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander des ressources physiques, on va dire, des ressources matérielles pour travailler. Mais ça ne veut pas dire installer les applications dessus. C'est je demande un serveur ou je demande un service cloud. Selon le cloud, en fait, aujourd'hui, il y a des clouds qui sont plus matures que d'autres. Hein. On va avoir AWS ou GCP, ou même Azure d'ailleurs, qui vont avoir des services qui vont être managés, qui vont être beaucoup plus packagés, on va dire, que des services que OVH ou Scaleway pourraient fournir, qui vont être ce qu'on appelle des services IaaS, donc d'infrastructure, alors que AWS va fournir des services SaaS, donc c'est vraiment des software as a service. Donc la différence, si vous voulez retenir la différence, c'est que software, c'est qu'en fait, vous avez tout l'environnement avec l'application déjà installée, et infrastructure as a service, c'est que vous avez juste le serveur et vous allez devoir tout installer vous-même. Donc voilà. Donc Terraform, si je dois récapituler, ça va juste vous donner toute l'infrastructure, mais rien installé dessus. Et après, donc le deuxième, c'est pour ça qu'ils sont, en fait, vu qu'ils sont complémentaires, c'est vraiment bien de connaître ces deux outils. Ansible, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois que vous avez appelé Terraform pour avoir vos serveurs, et ben en fait, vous allez appeler Ansible pour installer tout dessus. Donc là, typiquement, je vais dire un exemple, c'est que voilà, vous avez demandé un serveur avec plein de GPU, sauf qu'il n'y a rien dessus. Et ben avec Ansible, vous allez pouvoir dire installe-moi toutes mes librairies Python qui vont bien, configure-moi vraiment tout ce que vous avez besoin pour travailler. Il faut le faire avec Ansible. Mais par contre, le serveur, c'est avec Terraform. Voilà. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop là. Donc, quand est-ce qu'il faut utiliser l'infra as code? L'infra as code, on va se dire, en fait, vu que c'est du code, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les cloud providers publics qui exposent leurs API, mais parfois, vous allez avoir besoin d'avoir vos propres serveurs chez vous pour des contextes de sécurité et de gouvernance sur les datas. Donc ça, c'est des choses qui existent vraiment, mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes sur du on-prem, donc chez vous, que vous ne pouvez pas faire d'infra as code. L'infra as code, alors vous ne pourrez peut-être pas faire du Terraform parce que vous n'aurez pas l'infrastructure as a service, mais peut-être que vous avez déjà vos serveurs chez vous et en fait, vous pouvez peut-être directement appeler Ansible pour installer tout sur vos propres serveurs. Donc, l'infrastructure as a code, que vous soyez sur du cloud public, cloud privé ou même sur vos propres petits serveurs, petits ou gros d'ailleurs, chez vous, et en fait, ça s'applique. Voilà. Donc, la question c'est, mais d'accord, ok, mais c'est quoi le rapport avec le MLOps? Parce que infrastructure, on l'a déjà vu, c'est que effectivement, vu qu'il y a des enjeux sur la création des environnements et la récupération des GPU, on a compris qu'il allait avoir besoin de provisionner ces infrastructures pour au moins pouvoir travailler. Mais en fait, il y a une culture
il y a une méthodologie qui s'appelle le MLOps, qui est directement hérité du DevOps, qui, d'ailleurs, si on regarde la boucle, alors si vous connaissez la boucle DevOps, typiquement, c'est ces deux cercles-là, c'est la cercle infini là. Et le MLOps, en fait, il va rajouter une couche supplémentaire au DevOps, qui est la partie expérimentation, qui est propre à votre métier de data scientist, qui est simplement, quand on est data scientist, il y a des choses à faire pour pouvoir travailler. Il va falloir récupérer la donnée, il va falloir comprendre le business pour savoir comment nettoyer cette donnée et comment créer les modèles pour que par la suite, vous puissiez en fait, à partir de ces modèles, créer de la valeur avec la donnée. Et typiquement, ça, le MLOps, c'est ça. C'est une boucle infinie qui part de l'expérimentation du modèle, qui va permettre après de développer et de tester vos modèles. Vous les intégrez en continu et vous les déployez en continu. Comment ? Simplement grâce à des outils d'infra as code, via de l'infra as code et de l'automatisation. Après, vous le mettez en production, vous monitorez, c'est hyper important pour la partie MLOps, mais ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, de toujours suivre en continu les résultats de vos expérimentations pour par la suite revenir sur la boucle principale et refaire d'autres hypothèses pour améliorer les modèles. Et donc ça, voilà, le MLOps, c'est vraiment la continuité du DevOps sur le fait que vous allez continuellement améliorer le modèle et pour être performant, pour pouvoir évoluer, parce que par exemple, aujourd'hui, si vous avez une infrastructure avec, je vais dire des bêtises, 4 GPU, et que vous vous rendez compte qu'en fait, il va falloir faire des calculs plus compliqués, il faut passer à 8, et en fait, si vous avez fait de l'infra as code, il suffit de changer un paramètre, vous relancez l'infrastructure, et tout le monde a une infrastructure qui est capable d'évoluer. Et dans un temps record, parce que si vous faites tout à la mano, vous prenez des risques de faire ça, vous prenez des risques de faire des erreurs humaines, vous prenez des risques que votre voisin, qui n'est peut-être pas autant expert que vous sur ces sujets, n'arrive pas à faire la même chose que vous. Donc vraiment, l'infrastructure as code, ça permet d'apporter la sécurité, ça va permettre d'apporter des standards de performance aussi dans les équipes. Donc l'infrastructure as code plus le MLOps, c'est vraiment un véritable sujet pour les équipes de data scientists. Voilà. Je pense que je vais te relaisser du coup la main, Maxime, si ça te va. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que ça, en plus, les problématiques ont l'air assez récentes d'infra as code. C'est vrai qu'à l'époque, on avait des applications qui étaient quand même assez monolithiques, c'est-à-dire où vraiment une application était développée de A à Z sur une seule source de code. Avec l'émergence des microservices, du couplage faible entre les applications, c'est vrai que l'infra as code, ça paraît presque aujourd'hui devenu une nécessité. Alors peut-être pas pour la partie ML, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on le rencontre énormément dans les parties DSI ou chez les équipes DevOps, par exemple. Alors, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, pour revenir, par exemple, quelques cas d'usage en ML, c'est que, par exemple, quand j'étais en entreprise, on parlait déjà, donc c'est il y a 3 ans, on parlait déjà des plateformes data. Parce que justement, c'est ça où c'est intéressant, parce que ce que tu racontes au début, c'est-à-dire sur la problématique d'avoir des environnements qui sont isolés, un peu à la Docker, des environnements avec tout est installé, avoir accès à de la puissance de calcul, ça c'est quelque chose qu'on a énormément de difficultés, notamment même sur des PC à 16 Go, ça ne suffit plus. Et ensuite d'avoir de la sécurité. Du coup, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant dans les entreprises, pas que dans les grands groupes, c'est ces plateformes data. Et du coup, je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Imaginons, on est une entreprise qui souhaite en fait fournir, par exemple, des serveurs avec des Jupyter Notebook, avec peut-être du Spark installé dessus. Comment est-ce qu'elle pourrait, peut-être pas construire entièrement, mais en tout cas fortement améliorer sa plateforme data avec de l'infra as code? Ok. Donc, dans un premier temps, il faut définir le cadre. Donc, c'est comme tout projet, il faut savoir le besoin. Donc, si vous savez que vous allez avoir 5 projets, sur qui va faire de l'infra as code, il va falloir évaluer quels vont être les besoins en termes de performance, quels vont être les besoins en termes d'évolutivité. Est-ce que c'est quelque chose que je prends une fois qui change jamais, ou au contraire, c'est quelque chose que vu que j'expérimente, je sais que ça va être amené à changer, parce que derrière, il faut avoir la vision de se dire, si ça change beaucoup et j'achète des serveurs chez moi,
Si dans 2 mois, j'ai plus assez de serveurs, on sait très bien, typiquement, j'avais fait un projet comme ça à la banque où ils devaient rajouter des serveurs dans les racks des data centers, ça prend 6 mois. Donc, en fait, c'est hyper important en avance de phase, de comprendre sur quoi on va travailler pour savoir sur quelle solution technique choisir. Donc, aujourd'hui, il va y avoir un certain nombre d'entreprises qui vont partir plus sur du cloud public parce qu'ils peuvent se le permettre, d'autres non. Mais voilà, il y a quand même un gros travail d'architecture, en fait, de réflexion sur quelle solution choisir. Donc ça, c'est la première phase pour créer sa plateforme. Une fois que vous savez plus ou moins où vous voulez aller, en fait, il va y avoir la partie, ce qu'on appelle le build, c'est la partie création de la plateforme, en fait, simplement. Donc là, ça va être, en général, ça va plus être des DevOps, des experts sur le sujet, qui vont mettre en place ces environnements. Donc, voilà, ça peut être vraiment, si c'est par exemple c'est sur du GCP, il va y avoir des plateformes vraiment Aya, je crois que ça s'appelle Aya Platform, si je dis pas de bêtises, qui sont vraiment hyper managées, qui vont vous faire beaucoup de choses. Donc, en fait, vous aurez très peu de travail en termes de DevOps, ou du moins beaucoup moins que si vous le faites chez vous, pour créer votre plateforme. Et voilà. Donc, il y a vraiment un travail de préparation et après un travail du DevOps. Et après seulement, il y aura le travail du data scientist dessus. Est-ce que je réponds bien là-dessus à la question? Ouais, c'est super intéressant parce que ça montre que déjà, il n'y a pas une solution. Ça, c'est toujours intéressant. Et qu'en fait, il y a vraiment, je pense, comme tu le dis, un peu le plus important, c'est peut-être de cadrer qu'est-ce qu'on veut faire exactement, qu'est-ce qu'on peut permettre de faire à nos utilisateurs. Et c'est comme ça que tu peux, je pense, en déduire une infra assez intéressante. Et imagine, par exemple, moi, je suis data scientist, j'ai envie de me mettre à l'infra as code. Et c'est vrai que je ne sais pas trop, parce qu'il y a plein d'outils, tu vois, il y a Terraform, Puppet, Ansible. Tu n'es pas forcément un expert cloud. Qu'est-ce que tu me conseillerais si tu veux débuter un petit peu dedans? Commencer à ne serait-ce qu'apprendre quelques notions basiques et pouvoir manipuler un petit peu ces outils-là. Ok, donc typiquement des personnes qui donnent des cours, ce genre de choses. Je peux vraiment imaginer, moi je suis data scientist, c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir par exemple un Jupyter Notebook et voilà, du coup je me dis, bah tiens, j'ai besoin d'utiliser un peu de l'infra as code, ne serait-ce que par exemple j'ai envie de créer juste hop sur un bouton, et bien hop, ça me crée une machine dans le cloud, un serveur avec installé GPU, une carte graphique, CUDA pour le réseau de neurones, Jupyter, enfin juste en clic bouton, pof, ça m'installe tout. Comment est-ce que tu penses qu'une personne qui est juste data scientist peut se former, comment est-ce qu'elle peut commencer un petit peu à faire ce projet? Ok, alors il y a une partie effectivement formation et pareil, une partie outillage. Alors moi, vraiment, je pense qu'en termes de formation, il y a des milliers de personnes. Par exemple, sur Ansible, des experts Ansible, il y a une chaîne que moi j'aime beaucoup et en plus je connais plus ou moins la personne qui s'appelle Xavski sur YouTube. Du coup, moi je vous conseille vraiment de regarder ça. Il a fait 99 vidéos sur Ansible, sur comment se former. Après, il y a des sites. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de regarder les sites ou de poser des questions. Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, c'est quand vous voulez vous former, n'hésitez pas à poser des questions sur LinkedIn. Il y a tellement d'experts qui sont formés sur le truc et qui peuvent vraiment vous aider. Et après, nous, en termes d'outillage, alors nous, l'outil, typiquement, moi, ce que j'ai fait, c'est que l'outil que j'ai créé permet de faire ça. Donc aussi, typiquement, si vous avez créé un script et vous voulez l'exposer à toute votre entreprise pour que n'importe qui dans votre entreprise puisse consommer et déployer des infrastructures dans toute l'entreprise, nous, en fait, notre outil permet de faire ça. Après, en termes d'autres outillages, parce que j'aime bien présenter un peu tout, il y a d'autres outils qui s'appellent Ansible Tower. Donc, le node s'appelle Calcio. Il y a vraiment une quantité d'outils en général pour répondre à ces différentes problématiques. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez des outils, demandez-moi et je vous donnerai la liste des outils selon votre besoin. Vraiment, il faut vraiment dire le besoin pour avoir l'outil. On ne part pas de l'outil pour avoir le besoin. Donc, voilà. D'ailleurs, du coup, ça m'intéresse parce que justement, on parle de ton produit, donc Keltio. Ouais. Comment est-ce que tu en es arrivé à créer ce produit? Pour quel besoin? Comment est-ce que tu as fait pour le mettre en place? Ok. En fait, j'étais à la banque
Et donc vraiment, j'ai travaillé 3 ans chez eux. Et ce qui se passait, c'est que je travaillais en fait avec les architectes et les équipes sécurité étroitement. Et je me rendais compte qu'il y avait 3 gros problèmes. Vraiment, il y a 3 gros problèmes dans les entreprises. Ça va être, en fait, aujourd'hui, il y a un enjeu/problème pour les grandes entreprises ou même les entreprises, c'est de trouver des personnes compétentes sur différents sujets. Donc là, ça va être des compétences sur le DevOps, sur la sécurité, peut-être même vous sur la data science. Et donc nous, il y avait un vrai enjeu en termes de recrutement. Après, il y avait un autre enjeu, c'est que on mettait en place des standards sécurité et ils n'étaient jamais respectés. Tu dis tu vas faire déployer en Python 3.7 et ils utilisent le Python 2. Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois. Ou sinon, il y avait quoi d'autre? Il y avait ce qu'on appelle le shadow IT. C'est que bah, tu vas dire à tout le monde voilà, d'utiliser Python et ils vont faire du Node.js. Encore mieux, tu vois. Genre, du coup, bah, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est comment faire en sorte de garantir ce niveau de sécurité dans l'entreprise, mais tout en les faisant accélérer. Parce qu'il y a aussi cette partie de compétences. Comment j'apporte la compétence? Je réponds aux standards sécurité. Donc voilà, c'est un mismatch de toutes les contraintes que j'ai pu voir, que j'ai mis dans un produit. Donc voilà. Ouais, c'est super. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu l'as vraiment créé parce que tu as vu ce besoin en entreprise. Et Ouais. du coup, toi, avec ton produit, est-ce que tu te bases sur des outils comme Terraform? Est-ce que c'est un genre de wrapper? Comment est-ce que tu as essayé justement de penser par rapport aux besoins et d'y répondre? Ouais. Bah, en fait, totalement. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y a des outils, c'est les leaders du marché. Et ça serait une connerie de ne pas les utiliser, si je peux me permettre de dire ça. C'est que Terraform, c'est poussé par une entreprise qui s'appelle HashiCorp. Et en fait, c'est vraiment c'est ce qui se fait de mieux en termes d'infra as a code. C'est vraiment c'est la solution qu'il faut prendre. Ansible, qui est aussi poussé par Red Hat, donc aussi une petite boîte qu'on connaît tous. Et c'est vraiment en fait c'est le standard qui est utilisé aujourd'hui en entreprise. Donc nous on avait j'aurais jamais eu il faut pas développer sa propre tech, ça sert à rien. Donc en fait effectivement moi ce que j'ai fait c'est j'ai fait comme tu t'as dit un wrapper, j'utilise les technologies qui existent déjà parce que ça existe déjà et ça marche hyper bien. Donc faut pas réinventer la roue. Et donc moi je suis au-dessus, je permets simplement de prendre un code qui peut être compliqué en fait, même si tu as codé le script, bah, il peut arriver que certains data scientists, par exemple, n'arrivent pas à le savoir lancer le script, à configurer l'environnement Terraform pour le lancer. Et ben ça peut être une barrière à l'entrée. Et typiquement, c'est ce que j'avais vu à la banque, c'est que parfois, il y a ce qu'on appelle des centres de service. Donc un centre de service, c'est des équipes qui sont responsables de créer différents codes pour les mettre à disposition de d'autres équipes. Et quand tu connais pas la techno, et c'est par exemple, là aujourd'hui, typiquement, je donne mon code Ansible à n'importe qui. C'est quoi la probabilité pour qu'il sache l'utiliser? Bah, on connaît, tu vois. Donc c'est sûr, ils vont pas réussir. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève toute cette complexité d'utilisation d'un script qui peut être hyper compliqué et de configuration d'environnement. Et comme ça, on permet de simplement le faire en un clic. Et voilà. Super. Alors, juste pour répondre rapidement à Amélie, c'est vrai qu'on parle d'Ansible et vu que c'est quelque chose qu'on a introduit, Ansible, c'est un outil qui permet de configurer à distance des machines. Souvent, c'est des commandes exécutées en SSH à distance. Et par exemple, quand on a installé un serveur, on l'a provisionné, mais du coup, après, par exemple, Mehdi, je pense à toi, on a vu Airflow. Tu as vu comment Airflow, c'est compliqué à installer. Et bien, on clique, on définit tous ces paramètres d'installation dans des fichiers et hop, en fait, Ansible, il le fait automatiquement à distance. Donc après, tu peux répliquer ça à plusieurs serveurs. Ça, c'est extrêmement utile. Alors moi, je vous invite vraiment à regarder Ketio, parce que justement, tout ce que raconte Kevin, c'est extrêmement important. Et ça, que c'est des vraies problématiques, et il a tout à fait raison. Le coût d'entrée n'est pas évident. Pourtant, c'est une problématique qu'on rencontre partout en entreprise. Et encore une fois, qu'on soit de grande taille ou de petite taille, ça touche toutes les entreprises. Et c'est vrai que pour donner quelques autres exemples, dans l'approche MLOps aussi, j'ai parlé de plateforme data, mais c'est vrai que plateforme data, c'est assez orienté sur des besoins opérationnels. Mais si on prend par exemple des besoins techniques, imaginez vous avez un réseau de neurones, donc déjà c'est un algorithme assez lourd, que vous devez entraîner tous les jours.
et vous savez que cet entraînement, il vous prend par exemple 1 heure. Donc vous avez un processus automatisé qui va lancer l'entraînement de votre réseau neurone chaque jour à 1 heure du matin, à 3 heures du matin, bref, un intervalle de planification qui est régulier. Et le problème, c'est que vous avez besoin d'un serveur parce qu'en soi, vous avez potentiellement un serveur qui se charge d'automatiser, mais ce serveur, il n'a pas d'écart graphique, etc. C'est un serveur justement de planification. Donc, comment est-ce que vous allez entraîner votre modèle? Donc, il y a plusieurs possibilités. La celle qui va marcher, mais qui n'est pas forcément bien en termes économiques, c'est d'avoir un serveur 24 heures sur 24 dédié pour ça. Alors, ça va marcher. Le problème, c'est que là, un serveur avec un GPU, potentiellement une Tesla P100 ou autre chose sur un provider, c'est 1 000 € par mois. Ça fait cher l'entraînement du modèle quand vous utilisez qu'1 heure sur 24 heures. Et donc, du coup, là, dans ce contexte, par exemple, on pourrait utiliser aussi Kubernetes. Mais c'est un peu le même problème parce que Kubernetes, ça sera évidemment peut-être un peu plus efficace, mais vous devez quand même payer le cluster. Donc, ça a quand même des coûts, hein, même si c'est un peu moins important que les 1 000 $, vous payez quand même le cluster. Là, ce qui est important, c'est que vous pouvez donc provisionner automatiquement un serveur avec une carte graphique. Avec Ansible, vous pouvez installer directement donc CUDA pour les réseaux neurones, cuDNN, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, ce que vous voulez. Vous entraînez le modèle et une fois que l'entraînement est terminé, vous pouvez supprimer cette ressource, ce serveur. Et en fait, vous n'allez payer réellement que ce que vous consommez. Et ça, je pense que vous savez peut-être déjà un petit peu que dans le cloud, c'est extrêmement important. Le modèle économique, c'est pay as you go. Donc, vous payez ce que vous consommez. Donc, il faut essayer d'avoir le moins de ressources possible qui est inutilisé. C'est pour ça que là, si vous avez besoin d'énormément de ressources, donc peut-être 64 processeurs, 100 gigas de GPU, vous pouvez. Sauf qu'au final, vu que vous l'utilisez que 1 heure au lieu des 24 heures, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous aviez une instance dédiée. Donc c'est un des exemples, c'est pas le seul, mais là où le MLOps il est extrêmement friand de ça, parce qu'en MLOps, on va automatiser les processus pour entraîner, pour déployer. Et donc là, dans cette situation, quand on veut entraîner sur une base régulière, mais que l'entraînement il est très lourd, ça demande un pic de charge extrêmement important, là, ça peut être très intéressant, puisque vous avez le contrôle total sur votre infra. Et vous savez exactement ce que vous avez provisionné, comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que l'approche, je dirais, DevOps, avec le MLOps, ça prend tout son sens, parce que ça peut faire peur au début, et ça, je peux comprendre quand tu es data scientist, mais en réalité, c'est des petites choses. Je prends par exemple, quand on commence à utiliser des outils comme Airflow, MLflow, c'est pas si compliqué, c'est pas comme un data scientist où il faut apprendre par exemple les random forest, où là, il faut avoir déjà un background quand même en statistique. Là, c'est de la pratique. Alors évidemment, il y a des choses à apprendre, mais c'est de la pratique. Et quand on voit ce genre de choses, on se rend compte du potentiel que ça a, et ça donne vraiment justement envie d'aller un petit peu plus loin. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Alors on va le prendre dans l'ordre. La première, c'était: bonjour, peux-tu donner plus de détails sur qu'est-ce qu'une plateforme data ou une plateforme data science? Ça, je peux y répondre rapidement, ou tu veux y répondre, Kevin? Comme tu veux. Alors, si tu laisses du coup y répondre, parce que toi, en plus, tu as la vision un petit peu justement sur le packaging, ça peut être intéressant de voir. Allez, vas-y. Donc, voilà, après, c'est ma définition. Hein. Ça ne veut pas dire que ça soit la définition universelle. Hein. Pour moi, une plateforme data, ça va être simplement une plateforme qui va vous permettre de travailler avec tous vos outils sans avoir à vous prendre la tête de toutes les considérations, infrastructures, d'outillage en fait. En fait, vous, ce que vous avez besoin, c'est une plateforme pour travailler. Et ben voilà, si tu dois vulgariser la plateforme data, c'est simplement une plateforme sur laquelle tu vas et tu peux travailler direct. Tu n'as rien à faire derrière. Tout est, les librairies Python, tout ça, c'est déjà installé. Voilà, c'est ma définition. Après, je ne sais pas si Maxime, tu en as une autre ou à compléter peut-être. Non, c'est ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est un des problèmes, c'est qu'on parle beaucoup de plateforme data. J'ai entendu parler de data hub aussi. Alors, c'est des concepts intéressants, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils soient définis. Moi, quand j'avais vu entreprise, pourquoi est-ce qu'on parlait de plateforme data, c'était déjà surtout ce gros sujet, c'est qu'en fait, on avait des expérimentations, mais locales. Et bon, entreprise, on est en team, on est en équipe, on n'est pas tout seul, du coup, c'était un des premiers sujets. Mais l'autre sujet que j'ai vu aussi, qui se développait de plus en plus, c'est comment est-ce qu'on donne la paternité aux données, mais à tout le monde. C'est vrai que quand on pense data, souvent on se dit oui, c'est réservé aux data scientists, c'est réservé aux personnes techniques. Et il y a des équipes marketing, métiers, de vente qui, par exemple, pourraient en bénéficier, mais ne savent pas forcément comment le faire. Et du coup, la plateforme data, ça consiste à justement proposer, donc sous forme d'interface,
toutes les données à disposition, et pas uniquement des données ciblées pour certaines équipes, aux différentes hiérarchies d'entreprise. Donc, que ce soit par exemple des commerciaux, des marketing, tout le monde puisse utiliser. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent en entreprise. Alors, une autre question, quel est ton avis sur l'apprentissage et l'utilisation de Kubernetes pour un ML Engineer? Alors, Kubernetes, c'est un outil qui est génial. C'est vraiment un outil qui fonctionne super bien et qui remplace. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, Kubernetes, c'est une plateforme d'orchestration de conteneurs. Donc, c'est ce qui vous permet de déployer des conteneurs en gérant la mise à l'échelle, la haute disponibilité, le provisionnement de ressources automatiques, l'équilibrage de charge. Enfin, c'est vraiment un outil qui est extrêmement populaire, qui a été créé à la base en interne chez Google. Et en fait, Kubernetes, c'est extrêmement utilisé quand on veut déployer de très fortes charges. Aujourd'hui, si vous avez une application où vous allez avoir des dizaines de milliers de requêtes, voire de millions, la solution la plus évidente, c'est Kubernetes. Kubernetes, vous pouvez avoir un cluster de machines avec 200, 400, 1000 CPU, avec des dizaines de milliers de gigas. Enfin, franchement, vous n'avez pas de limite. Et ça, c'est une des puissances incroyables, notamment quand on fait des... imaginez, vous êtes Uber, Airbnb, vous avez des dizaines de demandes à la seconde, même plus des centaines de requêtes à la seconde. Vous imaginez les modèles, comment ils doivent tourner en parallèle. Ça, c'est un des principaux avantages de Kubernetes. Et donc, pour un machine learning engineer, c'est vrai que Kubernetes, pas forcément être un expert, parce qu'il y a quand même des choses assez complexes, mais de savoir un petit peu comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux faire un deployment avec un pod, un service et potentiellement un ingress ou un load balancer. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement utiles. Et encore une fois, pas si compliqué, mais il faut juste pratiquer. D'ailleurs, ça, pour le coup, dans la formation qu'on propose chez Blend en ML Engineer, on parle justement de Kubernetes et on montre comment est-ce qu'on peut déployer en serverless. Donc, du coup, ça introduit la prochaine question. Comment est-ce qu'on déploie en serverless des conteneurs avec des exécutions comme du lambda, du run, ou comment est-ce qu'on déploie avec des conteneurs directement sur une plateforme type Kubernetes. Et ça, du coup, on voit la différence et comment est-ce que ce que l'un apporte par rapport à l'autre et du coup, les difficultés qu'on rencontre. Alors, du coup, c'est une bonne introduction pour la prochaine question et je te laisserai répondre, Kevin. Quelle est la différence entre infra-as-code et le serverless du cloud? Ok. Alors, je pense que c'est vrai que beaucoup de gens le confondent. Infrastructure as a code, donc en fait, c'est simplement un fichier où j'ai défini mon infrastructure dans du code. Voilà, infra as a code d'ailleurs. Et serverless, en fait, serverless, ça veut dire sans serveur. Donc en fait, ça n'a rien à voir. C'est serverless, c'est typiquement sous AWS, c'est un service qui s'appelle Lambda. Et c'est un service qui permet de donner une abstraction totale sur l'infrastructure. Donc en fait, vous allez juste donner des fonctions à exécuter et vous n'allez pas dire je veux un serveur avec 4 GPU, je sais pas quoi. Non, vous dites juste lance-moi ça et débrouille-toi. Genre, serverless, c'est vraiment c'est l'abstraction des serveurs. Tu n'as plus de serveur, juste tu donnes une fonction. On appelle ça aussi lambda function d'ailleurs, c'est pas pour rien. C'est que je donne une fonction, ça l'exécute sans serveur. Donc c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec infra as a code. Infra as a code, c'est la définition de l'infrastructure. Et serverless, c'est le fait de ne pas avoir de serveur. Et d'ailleurs, on peut faire du serverless avec de l'infra as a code. Ouais, c'est un peu ça d'ailleurs, ce que dit Mehdi. C'est vrai que c'est un peu déclaratif versus impératif. Dans l'infra as code, tu déclares vraiment ce que tu veux. Et dans le serverless, tu exécutes. Donc, c'est vraiment impératif. Tu exécutes une fonction, un conteneur dans l'immédiat. Mais du coup, c'est stateless. C'est-à-dire que tu n'as pas d'état conservé. C'est pas comme une machine où là, par contre, tu peux avoir la donnée sur le local, sur une base de données qui persiste. Ouais. Et alors, du coup, alors avant de passer à la question suivante, c'est vrai que j'ai une petite question moi aussi, du coup, et Issa me pose également. Sur Keltio, du coup, ça se passe comment? Est-ce que tu proposes une version d'essai? Tu le vends plutôt, ton produit, tu le proposes plutôt à des personnes, à des entreprises, à quelles plutôt les cibles un petit peu pour ton produit? À qui c'est adressé? Ok, donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une version qui est totalement gratuite pour communautaire, où en fait, on favorise le partage. Donc, le but, c'est que tout le monde puisse mettre ses scripts as a service pour que tout le monde puisse les réutiliser. Ça, c'est un peu la partie pour toi et moi. Tu vois, genre, voilà, moi, j'ai fait mes petits scripts, je les mets dessus. C'est l'esprit communautaire. Et puis après, bien entendu,
pour des entreprises qui souhaiteraient le mettre dans leur système d'information pour gérer leurs propres données ou même maîtriser l'environnement et que ce ne soit pas sur du cloud public, et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet d'installer notre SaaS directement dans les entreprises. Voilà. Ah, c'est super. Vraiment, je vous conseille d'aller voir parce que c'est extrêmement intéressant. C'est vrai que quand on débute, moi, je sais que quand j'ai commencé l'infra as code, bon, je ne suis pas encore spécialiste, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir ce genre d'informations de produits de communauté justement parce que bon, quand on se lance, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est vrai que n'hésitez vraiment pas à aller voir et je pense que c'est vraiment un produit intéressant. Alors, on a une petite dernière question de Jules. Bonjour, quelles sont les étapes pour passer d'un cycle DevOps à un cycle MLOps? Ça, c'est intéressant. Ça. Ok, je prends. Vas-y. Ok, donc il faudrait que je remonte. Je ne sais pas si je remonte le schéma. Oh, top. Ouais, tu peux le remontrer. Je repartage. Hop. Vous voyez mon écran. Voilà. Donc en fait, ça va dépendre. Alors, de quelle étape déjà où vous en êtes déjà dans le projet. Est-ce que vous avez déjà mis en place le DevOps ou est-ce que vous partez d'un projet from scratch? Parce que ça va pas être ça va pas être les mêmes travaux. Si vous partez de from scratch, typiquement, vous allez peut-être pouvoir prendre directement les good practices des meilleurs outils, faire un benchmark et mettre tout bien en place correctement. Alors que si vous aviez déjà peut-être ce qu'on appelle du legacy, donc un projet existant qu'il faut migrer, et là, il va falloir voir comment intégrer le DevOps, enfin le MLOps, à votre projet actuel. Donc, est-ce que là, typiquement, je ne sais pas si tu pourrais me dire où vous en êtes actuellement. On considère que l'on maîtrise déjà le DevOps. Ok, ça marche. Ok, donc en fait, si tu maîtrises déjà le DevOps, normalement, tu as déjà mis en place toute cette partie-là. Donc, développement, donc tout ce qui va être test, intégration continue, déploiement continu. Techniquement, si vous le maîtrisez déjà, vous l'avez déjà mis en place. Donc, en fait, ce qui va juste se passer, ça va juste être en termes méthodologiques. Parce que cette partie-là, en vrai, c'est énormément de la méthodologie, alors que cette partie-là va être quand même beaucoup plus basée sur des outils. Donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir la culture MLOps. Donc, c'est vraiment, de toute façon, quand on dit DevOps, c'est une culture. C'est pas que des outils. Ça va être des outils plus la culture. Donc là, la partie au début, c'est vraiment la partie de itération. Et en fait, il faut que tout le monde dans votre équipe ait ça en tête, c'est que, en fait, c'est jamais figé et qu'il faut mettre en place des sprints pour pouvoir itérer dessus. Voilà. Du coup, je sais pas si c'est très clair ou pas, mais bon. N'hésite pas à me proposer d'autres questions, de toute façon, je réponds. Hop, et une question intéressante. Bonjour, tout d'abord, je te remercie pour ta claire explication de l'approche MLOps. En effet, je n'arrive pas bien à comprendre l'aspect sécurité de la data, car généralement, les firmes utilisent des plateformes cloud privées et sécurisées. C'est vrai. Ok. Ça, c'est une très, très bonne question. C'est que, en fait, c'est pas parce qu'on utilise une plateforme on-prem ou un cloud privé que c'est sécurisé. En fait, la principale raison des failles de sécurité, c'est l'humain. C'est que on va faire des choses et on pense que c'est sécurisé. Du coup, on se prend un petit peu des libertés sur certains trucs. Et en fait, il faut voir la sécurité comme un oignon. Un oignon, c'est quoi? Il y a plein de couches. Parfois, les hackers, ils peuvent passer devant la première couche. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de créer le plus de couches de sécurité pour être le plus simplement sécurisé. Donc, pourquoi c'est important d'apporter la sécurité partout? Simplement, c'est si demain, il y a une faille, et Dieu sait que des failles, c'est ce qu'on appelle des CVE, ça sort tous les jours, on en découvre tous les jours, si on se rend compte qu'il y avait une faille sur notre cloud privé sur les firewalls, par exemple, et qu'en fait, derrière, il n'y avait rien de sécurisé, vous êtes sûr que tout votre système d'information, il est exposé. En fait, c'est hyper risqué pour une entreprise. Donc, il faut vraiment pas se dire, les autres ont sécurisé, je suis bien. C'est vraiment, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc non, faut pas déconner avec la sécurité. C'est que
il faut toujours, surtout que vous traitez des données qui valent très cher, aujourd'hui, il y a des enjeux avec la RGPD. La sécurité, je pense vraiment que il faut que tout le monde l'ait en tête. C'est hyper important. D'ailleurs, justement, ça me fait penser, je crois que c'était hier ou il y a 2 jours. Je ne sais pas si vous avez regardé dans les journaux, mais le Brésil a eu une attaque extrêmement violente. C'est-à-dire qu'il y a une fuite de données absolument massive de quasiment toute la population brésilienne et en plus des personnes décédées. Et là, c'est des données qui sont extrêmement sensibles, c'est-à-dire nom, prénom, âge, adresse, sexe. On a même le revenu calculé, octroi de crédit. Enfin, c'est une faille qui est immense. Et là, pour le coup, d'ailleurs, il y a beaucoup d'experts qui se posent la question, non pas à court terme, mais à long terme. Quels sont les impacts de cette faille? Et là, vous vous rendez compte, vous avez 300 millions enfin, je sais pas, non, peut-être pas 300 millions, mais je crois qu'au total, c'était plus de 100 millions de lignes qui correspondent à chaque personne avec toutes ces informations. C'est une brèche qui est énorme. Et ça, on n'y pense pas, mais comme le dit Kevin, l'erreur, elle est humaine. Et l'erreur que je pense qu'on fait quand on débute, mais ce qui est normal, quand on commence par exemple Git, les principales erreurs, c'est à oublier le Git ignore, mettre un mot de passe en dur dans le code et de pousser vers Git le code. Et pour peu qu'en plus le dépôt soit public, voilà. Alors, du coup, ça, c'est le problème. D'ailleurs, il y a HashiCorp, donc l'entreprise qui a fait Terraform, elle a le produit Vault, qui est un coffre-fort numérique. Mais c'est vrai que très souvent, les sources d'erreur, elles sont humaines. Là, les mots de passe dans Git, c'est un truc. D'ailleurs, il y a même quelqu'un, il s'amuse. C'est plutôt, on va dire, un white hat hacker, mais c'est-à-dire qu'il filtre tous les Git qui existent, qui sont trouvables sur Internet. Et s'il voit une faille de sécurité type mot de passe, en fait, il envoie un mail automatiquement pour te dire attention, là, tu as ton site web ou ton Git, là, il y a un mot de passe en clair, etc. Ce qui est quand même intéressant, mais vous voyez montrer à quel point est-ce qu'en fait, très souvent, on peut avoir quelque chose de ultra sécurisé et c'est terminé. Je prends un exemple, on a une clé API, on peut avoir tout sécurisé. La clé API d'Amazon ou Google est fuite. Et pour peu que cette clé API ce soit un compte racine, donc un compte avec tous les droits, bah là, on peut supprimer votre infra. Donc, c'est un tout petit truc, mais ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Et c'est vrai que quand on est data scientist, on a tendance à oublier parce qu'on n'a pas ces problématiques de sécurité, en tout cas pas directement. Par contre, dès qu'on va parler d'infra ou de DevOps, c'est là où les problèmes de sécurité vont venir. Et du coup, c'est là où, comme le dit Kevin, c'est important justement d'avoir tout ça en tête et qu'on a beau avoir une plateforme sécurisée, on a beau avoir même des connexions en interne, hein, dans l'infra en réseau privé, il y a toujours un risque, notamment dans la zone des MZ, qu'il y a des problèmes et que du coup, il y a des attaques. Et d'ailleurs, les grands groupes, je pense, elles en subissent assez souvent des attaques. Vous parlez des fois avec des personnes responsables d'entreprise, des fois, ils subissent des attaques quasiment tous les jours. Et vous pouvez regarder, c'est intéressant, des failles. Je crois que c'est il y a un mois, pareil, il y avait un certificat qui a fuité, un truc extrêmement. Enfin, le code source d'une application, d'un firewall utilisé absolument partout. Et il y a en fait des brèches, il y en a tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, notamment quand on fait du MLOps et du DevOps. Alors justement, il y a une question aussi, Jules, qui est pas mal, je voulais en parler. C'est le MLOps versus DataOps. Ça, c'est un mot DataOps, ça commence à venir. C'est quoi ton avis là-dessus sur le DataOps? Alors, pour être honnête, je ne suis pas expert dans DataOps, donc je ne pourrais pas trop donner mon avis trop poussé là-dessus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, je peux pas. Moi, je suis vraiment hyper expert sur tout ce qui va être sujet de DevSecOps et un petit peu de MLOps parce que j'en ai fait légèrement. Mais DataOps, j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, c'est vrai que DataOps, c'est assez compliqué. On parle de plateforme DataOps, par exemple. Je pense à Sagi, une plateforme originaire de Rouen, en France, qui a levé d'ailleurs il n'y a pas longtemps plusieurs dizaines de millions, qui est quand même assez avancée dans le domaine. DataOps, c'est un peu comme MLOps, c'est vrai qu'on a tendance à le voir plus d'un côté technique, alors que DataOps, c'est plus d'un côté livraison de chaîne de bout en bout. C'est vraiment, est-ce qu'on livre l'expérimentation et jusqu'au déploiement, mais de manière unifiée. C'est-à-dire que là, on n'a pas trop plein d'outils, on a vraiment une plateforme qui le fait ensemble. Je pense que potentiellement, quand on fait du MLOps, en tout cas d'un point de vue data science, on a moins les problématiques, par exemple, de logs, de journaux. On a moins les problématiques aussi de tout ce qui est monitoring, tout ce qui est sécurité également. Tout ce qui est mécanisme d'authentification, par exemple, ça, c'est en général géré par les DevOps ou pas vraiment dans le MLOps. Et du coup, le DataOps, c'est vraiment est-ce qu'on livre quelque chose d'entièrement. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui est encore un peu flou. DataOps, c'est un peu ressemblant au MLOps, dans le sens où il n'y a peut-être pas vraiment de modèle forcément en DataOps, mais en tout cas, on livre un pipeline de bout en bout de sa récupération. Ça peut être aussi des pipelines, par exemple, de données pour les dashboards.
c'est qu'on a des données qui sont régulièrement à jour et on doit livrer toujours une application de A à Z qui est la plus à jour possible avec des données qui sont fraîches, voire en temps réel. Alors, Eduardo, oui. Non, c'est hyper intéressant. Ah non, mais en vrai, il y a tellement de. Ça part très vite. Hein. Le MLOps, pour vous dire, il y a 2 ans, on en parlait très peu. Il y a 2 ans, on se posait déjà la question. Alors, Google l'avait compris déjà, et Amazon et Microsoft depuis plusieurs années. Mais il y a 2 ans, on commençait à se poser la question bah, tiens, maintenant, on aimerait bien quand même exposer des modèles. D'ailleurs, on fera un workshop dessus. J'aimerais bien déployer un modèle, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a pas, MLflow, ça commençait tout juste il y a 2 ans. Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de projet, de manière d'architecturer un code de ML. Et en 2 ans, ça a assez explosé. C'est vrai qu'aujourd'hui, le MLOps, ça devient un peu le Saint Graal en data science. Quoi. C'est vraiment ce que toutes les entreprises recherchent. Alors qu'il y a 2 ans, c'était pas ça. Donc c'est vrai que ça évolue extrêmement vite comme domaine. Alors, Eduardo, bonjour. Merci pour ta précision sur la sécurité. J'aimerais savoir quels sont les profils qui maîtrisent ces aspects sécu et comment les mettre en œuvre pour un projet. Les architectes prennent des décisions de choix techno en ce sens? Alors, essentiellement, les personnes qui maîtrisent les sujets sécu, bah, ça va souvent être un peu comme moi, des personnes qui vont être dans DevSecOps. C'est clairement pas des data scientists. Je pense qu'il faut vraiment, moi, de ce que j'ai pu voir, de toute façon, dans les équipes data scientists, il y a toujours plusieurs profils. Il va y avoir les data engineers, les DevOps. En fait, pour moi, les DevOps font partie intégrante des équipes de data scientists. Et effectivement, ces profils-là, c'est des profils plus sécurité qui n'y connaissent pas forcément en data science, mais si, en fait, vu qu'ils sont dans la même équipe, ils vont travailler directement avec les data scientists. Et est-ce que les architectes prennent des décisions sur les choix de techno? Eh ben ça va dépendre essentiellement de votre entreprise, mais techniquement, oui, c'est la good practice, surtout si vous avez plusieurs projets. Il faut, enfin, je vais dire il faut, mais ça tient comme moi, hein, qu'un architecte ait eu la vision globale des risques, parce que en fait, un architecte, son métier, c'est de traduire des enjeux business, mais vraiment tous les enjeux. Donc, prendre en compte les risques au niveau de la sécurité qu'on n'arrête pas de parler, mais c'est aussi les risques en termes de, la gestion des coûts. Ça va être ce qu'on appelle aussi le capacity planning. Donc, c'est la capacité à scaler sur l'infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui, mes serveurs qui tournent aujourd'hui, est-ce que dans 6 mois, est-ce qu'ils sont encore capables de gérer la charge? Donc, en fait, un architecte et un expert sécurité, c'est des profils qui sont hyper importants à mettre sur les projets, mais effectivement, ce n'est pas le data scientist. Et où est-ce qu'on peut les trouver? En fait, ça dépend de l'organisation de votre entreprise, mais en général, il faut recruter un profil supplémentaire, tout simplement. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent à ce workshop. Merci encore énormément, Kevin. C'est ultra instructif. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est extrêmement intéressant. C'était un plaisir. Ouais. Je vous invite à visiter donc, le site Kelkio et à suivre également Kevin sur LinkedIn. Il partage régulièrement des choses intéressantes, des tips, des propositions. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller suivre Kevin sur LinkedIn. Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu postes. Merci encore pour toute la présentation. Merci pour tout ça. J'espère que peut-être qu'un jour, on se reverra dans un autre workshop. Ouais, carrément avec plaisir. Hein. Avec plaisir, c'est quand tu veux. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour un prochain workshop. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook, à regarder notre site web. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Salut!